Stéphane, cette quatrième année, qu'est-ce qu'elle propose de nous? Alors cette quatrième année, c'est une idée venue des maisons de la profession, parce que c'est la particularité de cette école qu'elle est vraiment l'école de la profession. Donc les grandes maisons regroupées dans la Fédération de la couture ont fait le choix de faire déménager cette école qui était depuis les années 20 rue Saint-Roch, dans des locaux certes charmants mais un peu désuets, ici rue Réaumur face à la Bourse. Et dans le même temps, la volonté a été de dire, nous étions une école qui durait 3 ans après le baccalauréat, nous allons devenir une école qui durera 4 ans après le baccalauréat. Donc il y avait l'intention de deux choses principales, d'essayer d'améliorer la maturité des étudiants dans leur domaine de compétences principales, que ce soit du savoir-faire ou du talent. Et puis il y avait aussi, dans l'autre sens, l'idée d'élargir au contraire leur champ de compétences à des compétences nouvelles que celles qu'ils avaient eues pendant les 3 premières années, qui soient des compétences qui leur permettent de mieux comprendre l'ensemble des fonctions de l'entreprise, pas pour qu'ils deviennent polyvalents parce que ça n'existe pas, mais pour qu'ils comprennent mieux comment leur métier à eux se positionne au milieu des métiers des autres, que ce soit la production, que ce soit la gestion, que ce soit l'image, le marketing, le merchandising, toutes les autres fonctions de l'entreprise. Donc c'est un programme qui à la fois les spécialise dans ce qui sera ce sur quoi ils vont se vendre demain et qui en même temps les ouvre à d'autres domaines dans l'entreprise qui leur permet d'être plus en phase avec la réalité du travail quand ils sortent de l'école. Parce qu'en fait, les étudiants qui sont ici, Oui. qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine? C'est-à-dire vers où vont-ils envoyer leur CV? Les étudiants qui sont ici peuvent devenir des professionnels assez différents. Leur point commun, c'est que c'est des bipèdes. Ils ont 2 jambes, ils ont une jambe technique et une jambe créative, ce qui est la particularité de cette école sur le marché des écoles de mode internationales. Un étudiant de l'école de la Chambre syndicale de la couture sait, en sortant, a priori, faire un patronage, monter une manche et comment on fait un col, ce qui n'est pas si courant dans les écoles de mode aujourd'hui. Donc ça, c'est la donnée commune à tous ces étudiants. Certains, après, sont plus techniciens et ont donc envie de devenir ce qu'on appelle modélistes, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui, à partir du croquis, du créatif, vont réaliser concrètement le vêtement. D'autres veulent être plutôt du côté de la création, donc plutôt du côté des studios, donc plutôt stylistes, et ils vont donc plutôt être du côté des idées et de la créativité. Et puis il y en a encore d'autres qui seront finalement ni l'un ni l'autre, qui seront plutôt dans tous les métiers de mode, qui sont des métiers de coordination, des métiers intermédiaires, qui peuvent être les gens qui s'occupent de lancer la production, qui peuvent être les gens qui s'occupent de la coordination des studios. Il y a toutes sortes de métiers qu'on connaît mal, qui sont des métiers de coordination, qui demandent une compétence de mode, qui demandent de comprendre ce que c'est un vêtement, et qui pour autant ne sont ni des métiers de stylisme, ni des métiers véritablement de modélisme. C'est en gros les 3 directions dans lesquelles ils vont se diriger. Plus d'autres qui, pour des raisons personnelles, sont passionnés par la presse et qui ont donc envie de devenir rédacteur ou rédactrice de mode. Mais bon, il y a toujours des cas dans toutes les écoles de création de gens qui ont des destinées qui leur sont vraiment propres. Est-ce que le styliste est toujours le styliste roi? Est-ce que c'est toujours le fantasme de tout étudiant de devenir le nouveau John Galliano, le nouvel Alexander McQueen, la nouvelle perle rare? C'est une très bonne question, ça. Je pense que les choses ont relativement récemment pas mal changé. D'abord parce que la vie des professionnels même a un peu changé. Si les années fin 90 et 2000 ont vraiment été l'année de l'éloge des créatifs et des écoles de création les plus folles possibles, l'Angleterre, la Belgique, depuis on peut dire au moins 5 ans, toutes les maisons, soudain, n'ont plus le mot créativité à la bouche toutes les heures. C'est presque devenu un mot aussi vulgaire que luxe. Le mot à la mode aujourd'hui, c'est clair partout, c'est savoir-faire. Et tout le monde s'intéresse à nouveau au savoir-faire, même les très grandes maisons qui disent beaucoup que la clientèle internationale continue à acheter des vêtements très chers, parce qu'il y a derrière un savoir-faire d'exception que personne d'autre n'a. Donc soudain, cette idée de savoir-faire est redevenue une valeur très importante pour les grandes maisons de ce secteur. C'est en grande partie la raison pour laquelle les maisons ont décidé d'investir dans cette école, de faire le déménagement en question et de créer une 4e année. C'est parce que toutes ces maisons se sont à nouveau tournées beaucoup vers cette école, ce qui était peut-être moins le cas pendant une certaine période, qu'il y a eu l'envie de trouver des jeunes qui viennent apporter dans les maisons non seulement de la créativité, parce que bien sûr il en faut, mais aussi de la technique
aussi de la compréhension du vêtement, aussi du savoir sur l'endroit où se fait la valeur ajoutée dans un vêtement donné. Est-ce que c'est la façon dont on fait l'entoilage? Est-ce que c'est les détails? Est-ce que c'est toutes sortes de choses qui sont, certes la créativité ça compte, mais à la fin sur le marché c'est aussi beaucoup la petite valeur ajoutée qui fait la différence, qui importe. Et ça, normalement les étudiants qui sortent d'ici sont capables d'apporter ce genre de regard sur le vêtement. Donc, conclusion, oui, je pense que certes, le métier de styliste attire toujours beaucoup des gens jeunes, parce que voilà, historiquement, ça a toujours été ça. Et puis encore aujourd'hui, les gens qu'on connaît, c'est les stylistes. Mais je pense que beaucoup ont compris qu'il y a beaucoup d'autres métiers que juste la star qui tire la locomotive, qui emporte tout le train de la maison, que dans le train, il y a plein d'autres boulots. Et ont compris aussi qu'il y a tellement peu d'élus du côté du style, du côté de la créativité pure, qu'il y a quand même beaucoup d'autres métiers qui sont très rémunérateurs et pour lesquels il y a beaucoup plus d'opportunités de jobs, qui sont des autres jobs qui sont complémentaires à ça et qui ne sont pas juste le styliste vedette. Le savoir-faire, d'accord. Vendu. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'éducation du côté du public? C'est-à-dire que pour apprécier une pièce, c'est vrai qu'un très beau costume, une très belle robe, une très belle jupe, quelque chose de très bien coupé avec un savoir-faire. On va chez Hermès, on sait que ça va être bien, que ça va être beau. Pour des jeunes maisons qui veulent démarrer, comment est-ce qu'elles vont trouver le moyen de se forger un ADN et de montrer qu'elles ont un savoir-faire et que justement, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans l'ostentation. Comment mettre en avant, pour le grand public, ce savoir-faire? Je disais par là, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que les médias éduquent un peu? Chez Hermès, on dit souvent la qualité ne se paye qu'une fois, mais elle se vérifie tous les jours. Cette question d'une éducation du public au savoir-faire, je pense qu'elle se fait toute seule, c'est-à-dire qu'on a tous un jour, quand on aime un peu la mode, acheté une pièce sur un coup de cœur qui finalement est restée dans le placard parce qu'on ne l'a jamais vraiment portée, ou on l'a mise 2 fois, puis on s'est aperçu qu'on n'était pas complètement à l'aise dedans, en fait elle n'était pas si confortable. Et puis à l'inverse, on a un jour, on était pris d'un bon sens incroyable, acheté quelque chose qu'on a 15 ans plus tard encore dans son placard si on a eu la chance d'acheter une pièce de vraiment bonne qualité. Et c'est celle-là qu'on aime profondément et à laquelle on revient les jours où on a besoin de se sentir en confiance. Je crois que ça, c'est une éducation qui se fait entre le corps et le vêtement. C'est pas une éducation, on le sent. Et certes, il y a des périodes où on est prêt à apporter des choses beaucoup plus improbables parce que c'est le moment, même si elles ne sont pas réellement confortables et si elles ne vont pas durer. Il y a des périodes comme ça. Puis il y a d'autres périodes comme aujourd'hui où il semblerait que beaucoup de gens aient plus envie de pièces qui soient durablement aimables et qui aient un sens autre, qui fasse que l'achat soit aussi quelque chose d'un peu moins irrationnel, parce qu'on est dans un monde où on a tellement de choses que racheter quelque chose de plus, on prend un peu conscience qu'il faudrait que ça ait une vraie valeur. Alors c'est pas vrai sans doute de toutes les régions du monde. Il y a clairement aujourd'hui des régions du monde où sans doute des gens achètent des choses totalement improbables parce que juste ils ont gagné beaucoup d'argent récemment. Et c'est très bien pour nos industries parce que c'est comme ça qu'elles vivent aussi. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même un vrai courant de fond qui date depuis un certain nombre d'années. Je ne sais pas si on peut parler d'une éducation de nos consommateurs, mais véritablement on sent que c'est vers des pièces un peu plus fondamentales que vont des gens, même qui ont été des gens de mode. Et je le vois, moi, sur les jeunes générations, puisque voilà, on voit dans l'école des gens qui ont entre 18 et 22 ans tous les jours. Et le paradoxe, c'est que de temps en temps, sur le trottoir, on n'est pas sûr qu'on a affaire à une école de mode. Ils ne sont pas habillés de façon totalement hurluberlue. Alors certes, on n'est pas à Londres, mais en même temps, on est quand même dans une école de création. Ils ont des vêtements. Alors, ils ont des vêtements de leur âge, bien sûr, mais ils n'ont pas des vêtements totalement cinglés. Je pense qu'on est dans un autre moment. Et quand on voit les collections qui dessinent, ils n'ont aucun impératif de commercialisation. C'est un travail de fin d'études. C'est juste pour montrer leur savoir-faire et leur talent. Il n'y a pas du tout d'objectif de faire quelque chose de vendable. Et pourtant, pour beaucoup d'entre eux, je dirais la majorité, ils pensent des vêtements qui pourraient presque demain être mis dans les vitrines du printemps ou de l'éclaireur, parce que c'est dans l'époque
d'essayer de faire des choses qu'on ait envie de mettre tout de suite. Ils le disent tous d'ailleurs, ils disent, alors pas tous, mais la majorité, qui veulent des vêtements qu'ils pourraient eux-mêmes porter ou qu'ils pourraient faire porter à leurs copains. C'est une génération comme ça, donc ça vaut pour des consommateurs plus âgés, ça vaut pour les jeunes générations qui sont à l'école aujourd'hui. Je crois qu'on est dans un mouvement comme ça, le pendule ira dans un autre sens dans quelques années, mais pour le moment on en est là. Tout à l'heure avec Jean on parlait du rôle de l'accoucheur et avec François de l'enseignant. Ça c'est quelque chose que tu as vu toi pendant cette année, c'est-à-dire qu'il y a un partage, ils ont des réticences, ils veulent y aller sans y aller. En fait, quelle est la plus grande difficulté pour un enseignant comme toi aujourd'hui? Enfin, plus qu'un enseignant d'ailleurs, pour un enseignant extérieur. C'est là que l'enseignement est une drogue dure. Parce que quand on voit le dossier de quelqu'un en octobre qui a une certaine nature et qu'on revoit son travail en mars-avril et qu'il a profondément changé et qui s'est incroyablement amélioré, on a au moins le sentiment de faire quelque chose d'utile. Ce qui n'arrive pas à tout le monde tous les jours. Donc on se dit, tiens, là, on a servi à quelque chose. Quand on voit d'un seul coup que, je ne sais pas, 95% des dossiers sont noirs, gris et marrons, et que parce qu'il y a un cours de couleur fait par Adeline André, il y en a peut-être 30% qui soudain utilisent des couleurs qu'ils n'auraient pas utilisées avant, on se dit, tiens, on n'a pas perdu son temps. C'est ça le bonheur de l'enseignement, c'est que ce sont des gens encore relativement malléables, même s'ils ont déjà un peu un début d'univers. On n'est pas là pour les transformer, on est juste là pour les aider, accoucheurs est le bon mot, à accoucher de ce qu'ils ont de meilleur, à se définir doucement. Comme disait Marie Rucki du studio Berceau, que je peux citer aussi, et c'est bien de faire mettre aux étudiants leur trip sur la table, mais il faut les aider à les rentrer. Effectivement, c'est tout un travail d'accompagnement, parce que c'est des gens aussi qui par moments sont fragiles psychologiquement, ils sont dans des moments de définition d'eux-mêmes, ils ont sans doute plein d'autres problèmes que ceux de leur enseignement, qu'on ignore la plupart du temps. Donc tout ça est un peu compliqué, et on les voit beaucoup bouger au fil de l'année, donc c'est assez touchant. C'est une responsabilité, et c'est un vrai bonheur que de les voir évoluer, c'est clair. Regard caméra. Fait. Coupé.